On a beaucoup parlé des traîtres dans le foot, des traîtres européens, les Figo, les Ronaldo et autres. Mais on n'a pas parlé du versant français de cette traîtrise, qui est tout de même incarné par un homme qui ne supporte pas la traîtrise. J'ai nommé Vaïd, qui va nous lancer ce débat, évidemment, avec cette archive mythique. Hier soir, quand je rentrais chez moi, je vous dis franchement, je vomis. Voilà. Rappelez-vous, Vaïd trahi par quelques-uns de ses joueurs. Alors, est-ce que la traîtrise en France se résume forcément à un passage de Paris à Marseille? Ah non, parce que le premier grand moment de l'histoire en la matière, je pense que vous le traitez. Alain Giresse? Non, c'est bien avant, c'est Bosquier-Cardus quand il quitte Saint-Étienne pour Marseille. Ça, c'était le. Alors, je dis pas que c'est de la traîtrise, ça a été en tout cas vécu comme ça par par notamment le président Rocher Saint-Étienne de l'époque qui les avait mis au banc, les deux. Il faut rappeler qu'ils avaient des contrats à l'époque, c'est des contrats très longs que les joueurs ne pouvaient pas casser et que les deux sont passés en force pour partir à Marseille. Après, tu as vu le Bernard Lacombe qui va à Saint-Étienne, ça n'a duré qu'un an. Ça, c'était lié à ça doit être 79, je crois. C'était lié à la descente de Lyon. Mais il l'a fait quand même. Bon, le football était peu médiatisé en France. Ce genre d'affaires ne faisait pas la une des journaux. Le cas Giresse a été pour moi le premier emblématique. C'est le premier emblématique. Mais, donc Giresse, rappelons-le pour ceux qui ne savent pas. Il était chassé quasiment de Bordeaux, Giresse, à l'époque. Je ne maîtrisais pas complètement. J'étais petit à l'époque. Je ne maîtrisais pas parfaitement ces histoires de rivalité et tout. Mais il se trouve que j'avais un voisin totalement stéphanois et vraiment de là-bas. Ouais. Et qui m'avait dit qu'est-ce qu'il y a un foot chez nous, Lacombe. Ça l'avait vraiment. Tu reviens à Lacombe, d'accord. Voilà. Mais ça n'a duré qu'un an et il est reparti à Lyon. Mais ça faisait pas de bruit tout simplement parce que le foot en France était peu médiatisé. Giresse, ça a commencé à faire pas mal de bruit. Moi, je sais que que j'étais pas supporter de Bordeaux, pas de l'OM, rien. Alors attention parce que Giresse à l'époque, ça avait cassé un peu mes illusions de foot. Je me dis mais comment c'est possible que ça se fasse Surtout que Giresse c'était l'homme d'un club. On imaginait. Non, mais surtout à l'époque, il n'y avait pas de rivalité incroyable dans l'absolu entre Bordeaux et Marseille. Il y avait une rivalité entre Bèze et Tapie. Et c'était surtout ça la rivalité. Oui, mais non, il n'y avait pas que ça. Le sous-entendu. C'est surtout Bèze qui crée la traîtrise. Qui monte la traîtrise. La rivalité Bèze-Tapie, elle est née à cette occasion-là. L'épisode, par exemple, de la Catilla Cross, ça arrive après. Le transfert de Giresse, qui est dans le même contexte que Luis, qui passe du PSG au Matra, c'est en fait la découverte du foot business. C'est la vraie découverte qu'avec l'argent, tu fais des trucs dans le foot un peu bizarres. C'est ça surtout. Le choc à l'époque, c'est l'autre, il quitte son club de toujours pour de l'argent. Marseille n'était pas totalement... Marseille arrivait, 86... Non, mais Giresse, il est chassé de Bordeaux par Bèze. Moi, c'est plus le souvenir que j'en ai. Ouais, mais c'est aussi une excuse. Oui, mais l'autre, il n'a pas voulu me donner une prolongation. C'est exactement ce que dira Luis avec Borelli. D'ailleurs, il a pas tort, Luis, quand il dit « Oui, mais Borelli, j'étais là depuis que j'étais gamin, depuis que je suis arrivé avec mes crampons à la main en 78, et il m'a toujours un peu traité comme le dernier. Il a recruté Souzic, il a recruté un tel, il leur donnait des beaux contrats, et moi, comme j'étais le gamin du club, j'avais pas... » En fait, c'est plus vraiment, je pense, la découverte du foot business. C'est l'argent dans le football. Donc, en gros, Giresse apparaît comme le mec qui va toucher un salaire beaucoup plus important que ce qu'il avait à Bordeaux, et qui, pour l'argent, quitte son club. Et Tapie, évidemment, incarnait le foot business, parce que c'était l'homme d'affaires, ambition, l'homme qui courait, enfin, c'était un homme neuf, quoi. C'était la nouveauté. Et d'ailleurs, quand Luis part du PSG pour Matra, on lui parle de traîtrise, machin et tout, mais quelle rivalité il y avait entre le PSG et le Racing, qui s'appelait donc le Matra, là. Rien, le Racing, ça n'existait pas. Ça naissait. Il n'y avait pas de rivalité. Le retour des premiers derbies est pareil. Néanmoins, pourquoi c'était foot business et pourquoi ça faisait peur? Les gens disaient l'argent dans le foot. C'était parce que Lagardère arrivait, il avait fait cette équipe de milliardaires là, qui n'avait rien donné. Et je me souviens toujours de l'article dans l'équipe où on voyait Luis Fernandez et à côté de lui, il y avait, je ne sais plus de mémoire, mais tout un tas de Renault Espace. Et on me disait, Luis Fernandez, il coûte autant que des Renault Espace. Et donc, ça choquait les gens. Imagine si on faisait ça avec je sais pas, Maintenant, on a pu le faire parce qu'on est habitué à des transferts faramineux à l'argent. On fait même des hit parades d'argent. Ça nous choque plus du tout. Là, on va s'habituer à des nouvelles sommes qui sont de plus en plus extravagantes. Ouais. Tiens, on a Abdel qui, lui, veut nous parler du PSG de 2004. Salut Abdel. Voilà, ça oui. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Stéphane. Et toi, attends, t'as compté les traîtres dans l'équipe du PSG 2004?
Parce qu'en fait, alors je vais juste pour commencer, le petit préambule, c'est qu'en fait, moi j'ai 33 ans, donc j'ai commencé à supporter le PSG sur la deuxième partie de l'ère Canal+. Et donc, forcément, dans les années 2000, la meilleure saison du PSG, c'est de loin celle 2003-2004 avec Vaïd. Ouais. C'est une équipe, mine de rien, qu'on a aimée, avec des joueurs qui se sont donnés à fond pour nous. Et le problème, c'est que c'est l'équipe où il y a le plus de traîtres. C'est vrai. C'est énorme. Et juste, si on peut faire dans Vas-y, balance les noms. Dans l'ordre chronologique, déjà Frédéric Dehu. Juste avant la finale, on apprend qu'il va rejoindre l'ennemi, avec les sifflets qui vont avec. Je me souviens aussi, Fabrice Fiorez qui le défend, je crois, au micro de TF1 à l'époque. Puis Fiorez qui suit dans la foulée. Fiorez, il suit dans la foulée. Fiorez, il part le 31 août. Il avait fait la préparation, les matchs de prépa, les premières journées de championnat. Et après, il s'en va un peu comme un voleur, avec des déclarations en plus où il dit qu'en gros, il a quitté une prison. C'est ça. Donc, c'est un peu dur à encaisser. Ça donnera une belle banderole sur un savon et la prison. Voilà. Je me souviens de cette banderole. Un joli tacle de Sylvain Armand. D'ailleurs, au passage, c'est le seul truc que j'ai envie de retenir de ces 9 saisons PSG, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais d'ailleurs, si tu te souviens bien, c'est dur, ça, quand même. Cet épisode de la traîtrise avec Dehu et Fiorez qui partent donne quand même toute une valeur symbolique très importante au match donc, du 7 novembre 2004, où le PSG réduit à 10 après ce tacle de Sylvain Armand qui, en gros, apparaît comme le chevalier blanc qui va punir les traîtres. Logiquement, le match, tu vas le perdre parce que tu n'es plus que 10 contre 11. Tu dis, au moins, on aurait eu un guerrier qui a pris le carton rouge, peu importe si on perd. Bah non. En plus, tu le gagnes, le match, en mettant 2 buts extraordinaires. Donc, finalement, les traîtres, tu les as oubliés parce que tu dis, vous avez voulu vous barrer, on vous a puni. Avec le but de la victoire inscrit par un traître. Mais bon, il ne faisait pas partie de cette saison-là, donc on va l'oublier. Édouard Cissé. Bien sûr, Édouard Cissé. Absolument. Ensuite, on arrive à l'été 2005 avec un garçon qu'on peut considérer comme un titi, un certain Loïc Tsana. Oui. Pour qui, mine de rien, le club a fait énormément de choses et il nous plante. Bon, après, la soi-disant parce qu'il avait toujours été Marseillais depuis l'enfance, mais il ne l'avait jamais dit. Ouais. Et avec son papa qui avait un peu menacé Moumout. Après, on arrive au 31 août 2006, et là, par contre, je suis un peu passé inaperçu. C'est malheureusement le regretté par son âme Modeste Mbami, qui est parti à Marseille le 31 août 2006 et qui a joué son premier match avec l'OM, si je dis pas de conneries, au Parc des Princes, d'un PSG-OM. Donc en fait, pour toi, Abdel, dès qu'un mec part à Marseille, c'est un traître. Bah après, le plus marquant avait été également Gabi Heinze. Ouais, voilà, j'allais en venir. Qui lui a quand même réussi à se faire aimer dans les 2 clubs. Et quand il a fini l'histoire à l'OM, il a quand même dit oui, mais mon vrai club, c'était le PSG. Ouais, mais encore ça, je suis pas persuadé quand même. Parce que c'est peut-être un cliché ce que je vais dire, mais les Argentins, ils sont surtout fidèles à leur club formateur. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Et leur portefeuille. C'est vrai, pour eux, ce qui compte. Oui, tu as raison, mais il a raison. J'ai oublié ton prénom, pardon. Abdel. Tu as raison, vraiment, Abdel. Les Argentins, ils n'ont qu'un club, c'est le club dans lequel ils sont en Argentine. À partir du moment où ils sortent de là-bas, après, ils sont mercenaires. Agüero, il a toujours dit Agüero. Pourtant, il a passé quasiment 10 ans à Manchester City. Son club, j'oublie son nom. Independiente, je crois. Voilà, merci. Oui, c'est celui-là. Pareil pour Carlos Tevez. Après, pour revenir à Gabi Heinze, à un moment donné, a posteriori, on aurait dû se douter de quelque chose parce que je crois me souvenir que quand il était à Manchester, à un moment donné, il avait fait le forcing pour aller à Liverpool. Oui, non, mais comme on disait, eux, ils s'en foutent. C'est leur club, c'est le club qu'ils ont en Argentine. J'avais oublié qu'il avait été à Manchester United, Heinze. Bien sûr, j'ai oublié. Bien sûr. Abdel, écoute, je te remercie pour cette petite litanie de traîtres parisiens. L'histoire sur le bout des doigts, Abdel, bravo. Ouais. Parce que c'est une saison marquante. En fait, c'est la seule saison potable des années 2000. C'est pas très compliqué. Bon, après, tu avais eu l'épisode Jérôme Leroy, Laurent Leroy, la baston. Oui, alors Jérôme Leroy, c'est d'ailleurs, au passage, Jérôme Leroy, c'est comme un cas unique dans l'histoire des PSG-OM parce que lui, il a fait PSG, OM, PSG. Exactement. Le back-to-back. Mais son club reste le PSG, lui, par exemple. Parce que les mecs font lui et après il était formé au PSG. Ouais. Lui, il nous a fait du mal. Et Mats Hummels, alors Dortmund, Bayern. C'est le back-to-back-to-back. Ouais, mais comme vous l'a dit Polo hier, c'est pas vrai. La vraie rivalité, c'est avec Mönchengladbach. À Bayern, là il l'a fait. Ah, il l'a fait déjà 2 fois, d'accord. Ouais, Abdel, merci.
C'est moi qui vous remercie. Bah écoute, avec plaisir, on reçoit pas mal d'appels sur cette histoire. Alors moi je vais vous dire mon traître ultime. Ça va vous étonner, mais il s'appelle Dominique Dropsy. Pourquoi? C'était le gardien de Strasbourg. Dominique Dropsy a été gardien de Strasbourg en 11 ans. Après, il va à Bordeaux, mais c'est quoi le problème? Non, alors je t'explique. Il part à Bordeaux et il donne une interview double page de la dernière nouvelle d'Alsace. Je me rappelle très bien, j'avais 10 ans. Et le titre, c'était « Je sors enfin de ma prison ». Ouais, c'est vrai. Horrible. Ah Donc toi, t'es jeune supporter, t'es là, c'est ton héros, tu vois. Ah ouais. Et le type, il se dit, mais c'était quoi ta prison en fait? Ah ouais, ça, et il se barre à Bordeaux, voilà. Ah ouais. Alors peut-être qu'à l'époque, vous connaissez peut-être pas toute l'histoire et tout, mais. Non, c'est pas que Gilbert Grèce lui faisait du mal. Ah peut-être, non mais sans doute qu'il est parti. Il a joué près de 500 matchs avec Strasbourg, il en a joué beaucoup moins avec Bordeaux, il a joué 200 matchs avec Bordeaux. Mais on n'a pas de phénomène de grande traîtrise, nous, à part vraiment PSG-OM, où il y a pas mal d'histoires, parce qu'on n'a pas de grande rivalité, et il se trouve, il faudrait qu'un Lyonnais ou un Stéphanois nous appelle, mais ce qui est un peu le seul derby en France, il n'y a pas eu beaucoup de passages. Il m'a fait Gomis. Ouais, Gomis. Ouais. Tu as eu surtout un des passages, mais il s'en est expliqué d'ailleurs à l'époque, c'est Aimé Jacquet, qui est joueur emblématique des Verts, qui commence son parcours d'entraîneur à Lyon. Ah bah, si tu vas par là, Herbin est allé entraîner Lyon après. Hein. Entraîner les deux. Alors, Didier nous rappelle sur Direct Studio, il dit attention, Lacombe est parti à Saint-Etienne pour sauver les finances de Lyon à l'époque, comme Coupé l'a fait en sens inverse en 97 et a sauvé les finances des Verts. D'accord, il y a toujours une bonne excuse. Ah bah, ça semble, mais bon. Alors, c'est assez marrant parce que dans le sens. Il y a un truc que je constate quand même, c'est que dans le sens PSG-OM, c'est plus à Paris qu'on considère les gens comme traîtres partis à Marseille, alors que dans le sens inverse, au final, il y en a peu en fait. Il y a peu de joueurs emblématiques de l'OM qui sont montés à Paris ensuite. Joueurs emblématiques, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y avait eu le transfert, il y a eu le fameux transfert Angloma quittant Paris pour Marseille contre Germain, Pardo et Fournier. Oui, il y a eu un joueur parisien vendu à Marseille pour 3 joueurs marseillais. C'était les arrangements tapis canal à l'époque pour équilibrer le championnat. Mais comme m'avait dit Denisot à l'époque, du livre PSG-OM écrit avec Jean-François Pérez, il avait dit bon, c'était une entente entre nous parce qu'il fallait que le championnat. Mais comme c'est tapis, il ne pouvait pas s'empêcher quand même de mettre une pomme pourrie dans le panier. Il ne nous avait pas dit que Pardo ne pouvait plus jouer au foot. Cela dit, Angloma d'un côté, de l'autre côté, Fournier, Pardo, Bruno Germain. C'est bien. Il y avait un peu arnaque quand même. Le PSG, il gagnait quand même. Angloma. Ouais, mais Angloma, c'est un latéral, je veux dire. Angloma, c'est commencé à avoir une stature vraiment de joueur international. C'est le latéral en France à l'époque. Voilà. Non, mais c'était Fournier, Germain, c'était un bon plan pour le PSG qui commençait à construire son équipe. C'est pour ça que je te dis que c'était un arrangement. C'était un deal gagnant-gagnant. C'était un arrangement tapis canal. C'est pour ça que ce genre de choses était quand même très bizarre. Très bizarre. C'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, tu n'as jamais de transfert. Encore aujourd'hui, ça fait, je crois qu'il y a 60 ans qu'il n'y a pas eu un joueur de Liverpool qui est parti à Manchester United, ou l'inverse. C'est un truc inimaginable dans notre football à nous aujourd'hui, quoi. Alors de moins en moins aussi en Angleterre, parce que on a vu des joueurs passer de United à City, Tevez évidemment, mais ce qui ne se faisait pas, mais des transferts Liverpool, Manchester, ça n'existe pas.